Bienvenue dans le podcast captivant « Ceci n'est pas du coaching ». Ici votre animateur François Deschamps. On explore ensemble la liaison fascinante entre la science cognitive et le développement professionnel dans le monde des affaires. Avec une approche unique et éclairée, ce podcast vous amène dans un voyage passionnant à la découverte de votre voie unique en affaires. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre podcast captivant de « Ceci n'est pas du coaching ». Donc, je m'adresse à vous, très chers entrepreneurs, leaders, gestionnaires en entreprise, un podcast qui se veut sortir de l'ordinaire avec des invités qui ont des parcours atypiques très souvent, des invités qui se font plaisir d'une très grande générosité pour vous livrer de leur savoir, de leurs connaissances, de leurs compétences, et tout ceci pour vous, afin de vous permettre de trouver des repères dans cette vie mouvementée pour être en mesure de grandir, d'atteindre vos buts, d'atteindre vos objectifs et vos cibles. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mireille Massé. Mireille, qui est une voix incontournable du leadership conscient, conférencière internationale, plusieurs best-sellers à son pédigree, détentrice d'une maîtrise en biologie médicale. Mireille incarne un équilibre rare entre la rigueur scientifique et la conscience intérieure. Donc, fondatrice de l'Institut du leadership conscient, elle accompagne des entrepreneurs, des leaders en affaires dans le self-management et dans l'alignement afin d'atteindre les buts et les objectifs qui leur sont propres. Donc, sa méthode exclusive qui lie du domaine de la neuroscience, du coaching, du mouvement de pleine conscience dans toutes les sphères de leur vie, dans toutes les sphères de gestion de leur vie, de leur leadership, amène du positivisme aux humains à l'intérieur d'un milieu de travail qui est complètement et en constante évolution. Donc, fini le leadership sur le pilote automatique. Je parle souvent du pilote automatique chez l'humain, mais fini le pilote automatique parce qu'on va devenir de plus en plus conscient suite à la rencontre qu'on va faire aujourd'hui avec Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour François. Quel préambule! Je me dis, c'est-tu vraiment moi? Bien, il y a des questions à se poser. Oui. Mais quand on se le fait dire par quelqu'un d'autre, ça vient toujours des fois nous bousculer un petit peu. Oui, c'est vrai. Oui, c'est moi. C'est vraiment de l'entendre de quelqu'un de ta notoriété, bien, c'est un plaisir d'être là. C'est trop gentil. Hey, dis-moi, on va lancer les hostilités tout de suite. Ah oui? Oui. J'ai plein de questions pour toi. OK, mais une première question, là. Qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a conduit à faire ce que tu fais aujourd'hui? C'est parti d'où? Ce goût-là, ce désir-là de te lancer en leadership conscient dans le domaine du coaching, du développement personnel puis de l'accompagnement des leaders en affaires? Tu veux une réponse courte ou longue? Comment qu'on a de temps? Prends ton temps. Oui, je sais que ça va être une belle discussion. Je pense que ça va être plus difficile de trouver un moyen d'arrêter que de jaser. Je te ferai signe, lève la main. Oui, tu me le diras. Bien, tu sais, tu viens de dire que la majorité des gens qui nous écoutent ou qui sont des invités, ils ont des parcours atypiques. Ouais. Si tu m'avais dit il y a 15 ans, un jour, Mireille, tu vas te retrouver sur un podcast, tu vas parler de leadership conscient à des gestionnaires, des leaders, j'aurais dit, es-tu malade? Tu sais, j'y aurais pas cru. Puis des fois, c'est ça la beauté de la vie, parce que, tu sais, ce qu'on crée pour nous-mêmes, souvent, nous amène à nous développer à un autre niveau. Tu sais, quand je suis partie toute jeune étudier à l'extérieur, parce que je viens du Bas-Saint-Laurent, comme tu sais, on a des racines très, très proches, je me suis retrouvée étudier en biologie médicale parce que j'avais le goût de servir plus grand, là, de trouver les remèdes du cancer, de vraiment, tu sais, faire la différence dans la vie des gens. Par contre, on se connaît peu dans la vingtaine. Et dans le day-to-day, quand je suis arrivée à la maîtrise en biologie médicale, dans de la recherche fondamentale, j'ai pris conscience que j'étais peut-être pas à ma place. Autant j'aimais l'aspect biologique, comprendre, lire, etc. La routine du laboratoire, là, c'était incroyable pour moi comment c'est... Bien, tu vois, je suis très communicatrice. Ouais. Donc, me retrouver enfermée dans un labo, ça le faisait pas. Et en plus, c'est très routinier. Ça non plus, je déteste la routine. Mes journées sont jamais pareilles. Et on demande d'être très précis, hein?
en laboratoire. Écoute, moi, je peux te faire un gâteau sans recette. Fait que là, ça allait pas pantoute. J'ai fini mon mémoire, j'ai réussi à terminer ma maîtrise, j'ai eu mon diplôme et je me suis retrouvée sur la route à être représentante pour vendre des équipements de labo. Fait que quand même, j'avais l'aspect maintenant, je pouvais parler à du monde. C'est le fun. Et quand je suis tombée maman, j'ai eu des problèmes de poids. Puis là, ça a été le début du parcours de ma nouvelle vie, entre guillemets, parce que ce parcours-là de perte de poids m'a fait prendre conscience que, tu sais, je pourrais peut-être changer la vie des humains, pas nécessairement en trouvant le remède du cancer, mais en travaillant sur la prévention, en aidant les gens dans leur quotidien. Donc là, j'ai commencé un long périple. Tu sais, quand on dit on fait des études puis c'est jamais fini, c'est pas mal ça. On dirait qu'on est comme Obélix dans Potion. Là. Moi, j'aime ça, apprendre, comprendre. Puis ce bagage-là scientifique, finalement, m'a servi dans mon parcours. Certaines personnes, des fois, disaient « Je comprends pas ce que tu es rendu, c'est quoi le but d'avoir étudié en sciences? » Mais tu sais, cette connaissance-là puis cette rigueur-là, quand même, scientifique, me suit. Donc, j'ai eu un chemin où j'ai travaillé dans plein de milieux communautaires, en entreprise, aller donner des cours le midi. Puis à un certain point, j'avais des douleurs partout parce que je m'entraînais beaucoup, etc. Fait que j'ai dit, je vais faire du yoga. Puis là, ça a été comme, wow, je vais aller... Une révélation. Une révélation. Fait que j'ai été à Toronto, tu sais, faire des formations de yoga très avancées. Fait que je suis revenue. Puis j'ai tellement aimé ça que finalement, ça m'a permis de faire un marathon. Et ça m'a permis d'aider encore là les sportifs d'une façon différente. Et c'est le thème de mon premier livre, donc Yoga pour sportif, bouger autrement. Mais ce livre-là, je l'ai écrit en total burn-out. Fait que oui? C'est pas écrit dans le livre. Personne ne le sait. Ah oui? Mais on a des révélations. On a des révélations. J'ai écrit ce livre-là vraiment en épuisement parce que je faisais trop de choses. J'enseignais dans plein de milieux. J'allais donner des conférences partout au Québec parce que je tripais. Vous voyez, je suis quand même passionnée. Mais je me suis oubliée à travers ça. Fait que, tu sais, la cordonnier mal chaussée, je l'étais, faut dire. Je ne le suis plus. Et ça m'a amené aussi sur le chemin de, OK, mais si je veux relever, tu sais, de ce passage difficile-là, la méditation s'est imposée à moi. Donc, le deuxième livre, Méditation sportive, est venu de ce cheminement-là personnel. Puis, toutes les formations, à un certain moment, je me suis dit, comment je relis ça? Puis, la clientèle que j'avais était beaucoup déjà des professionnels, des entrepreneurs. Fait que ça a été comme un éveil il y a 4-5 ans de dire, mais les clients qui viennent, ils viennent pas juste chercher l'étirement de la cuisse, ils viennent chercher quelque chose de plus profond. Fait que ça a été un peu là... C'est-tu à ce moment-là qu'il y a eu un déclic qui s'est fait chez toi? Oui, un peu, mais... La pandémie a commencé, fait que ça a été un petit peu difficile parce que, tu sais, mon objectif, c'était d'être conférencière internationale. Puis là, je me retrouvais chez nous, tu sais, enfermée dans ma chambre à écrire mon livre puis à donner des cours en ligne un peu de la façon que je pouvais. Je pense que c'est venu à travers ces années-là où j'ai vraiment été à l'écoute des gens autour de moi, tu sais, des amis entrepreneurs, mais aussi de qu'est-ce qui se passait dans la société, tu sais, d'avoir cette écoute-là, de dire « mais il y a quand même une détresse psychologique qui a été quand même mise de l'avant, qu'on avait déjà, mais qui a été encore amplifiée encore plus pendant la pandémie. » Je me suis retrouvée aussi des fois dans des regroupements ou des réseautages ou des activités entrepreneuriales où là, on disait « Oh, la santé mentale, tu sais, d'entendre des amis très proches sortir de tentatives de suicide, de moments très intenses. » Là, tu fais « Oh, attends, on est rendu quand même... En 2020 quelques, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ont encore cette détresse-là puis n'ont pas les outils pour les aider? Encore là, comme je te l'ai dit, moi, je ne suis pas la psychologue qui va venir sauver, mais je suis vraiment la fille qui veut mettre en place des barrières pour t'éviter de te rendre à faire 3-4 burn-out ou à faire des tentatives de suicide. Puis malheureusement, certaines personnes sont décédées, encore là, dans mon entourage, par détresse psychologique reliée à un stress du travail. Puis ça a été comme, non, là, il me semble que pour moi, ça faisait pas de sens. Fait que c'est comme ça que le leadership conscient s'est imposé, parce que je me suis dit, amener les gens à un meilleur self-management, c'est un peu ça. C'est de dire comment tu peux devenir ton meilleur ami, ton meilleur médecin, ton meilleur baromètre, même si la vie est difficile autour de toi, c'est quoi tes ancrages? Pour moi, ça devenait évident que tous les outils
depuis 17 ans et plus là, que j'ai développé avec cette clientèle-là, là, ça faisait du sens. On dirait que ma mission s'est raffinée à ce moment-là. Oui, puis il ne faut pas oublier qu'en arrière de chaque leader, chaque homme, femme d'affaires, chaque gestionnaire en entreprise, il y a un humain. Oui. Mais souvent, les gens, ils ont comme une dichotomie. Oui. Ça, c'est moi, l'humain, puis ça, c'est moi, l'entrepreneur. Alors que... C'est la même entité. C'est la même entité et... la première chose que les gens, puis tu sais, là, Mané, ça a été révélateur, la première chose que les gens arrêtent quand ça va mal, c'est qu'est-ce qui leur fait du bien. Puis là, je vais lever la main, là, tu sais, ouais. J'ai fait ça. Maintenant, comme je dis, j'ai vraiment des ancrages très solides. Mais ce que je voyais, c'est, moi, j'aime ça courir, mais bon, là, mon agenda est débordé, fait que je cours plus. Moi, j'aimais ça faire tel sport, telle activité, mais je le fais plus. Puis là, ça a commencé à émerger en moi de dire... Outiller les gens, c'est pas nécessairement aller chercher des choses très extraordinaires, des techniques révolutionnaires, rien qui coûte cher, juste des ramener à qu'est-ce qui leur fait du bien quelques minutes par jour. Tu vois, on entend de plus en plus parler de leadership durable, de leadership numérique. Là, tu nous parles de leadership conscient. Il y a des mots qui sont populaires, là. Mais au-delà du mot populaire, leadership conscient, tu définirais quoi, toi, par ton expertise, par ton expérience? Tu définirais le leadership conscient de quelle manière? Bien, il y a plusieurs volets parce que, tu sais, pour moi, la personne qui veut établir un leadership conscient doit commencer par prendre conscience d'elle-même. Puis ça a l'air niaiseux, mais si dans une salle, on a une salle remplie d'entrepreneurs, on dit « Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour te reconnecter à toi? » Il n'y aura pas beaucoup de mains levées parce que souvent, c'est quelque chose qu'on fait dans une retraite ou on va dans une école d'entrepreneuriat, puis là, on nous fait faire quelque chose, puis on fait « Ah, ça me fait du bien. » Bien là, on met ça sur la tablette. Souvent, tu sais, cette connexion-là à soi, puis... je l'appelle en québécois, là, « Gère-toi, Chris ». Comme le livre. Genre... J'aime ça. J'aime ça. Si les gens font... Tu sais, avant d'être en mesure d'établir un leadership face aux autres, tu dois être capable de te gérer, toi. Ouais. Donc, si tu te connais suffisamment pour reconnaître des signes de stress intense, pour reconnaître ton état, pour reconnaître tes émotions, etc., tu vas avancer différemment. Sinon, les gens sont dans leur réactionnel. Ils sont comme toujours en réaction, puis ils sont après, « Ah, mon Dieu, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait une colère, pourquoi j'ai réagi comme ça. » C'est qu'ils se connaissent pas assez. Ils sont pas capables de se reconnecter à, « Oh, OK, tu sais, cette situation-là, elle vient heurter telle valeur chez moi. OK, je vais prendre le temps, tu sais, de l'analyser avant, tu sais, de placer des mots qui pourraient avoir des répercussions. » Puis souvent, tu sais, il y a un côté... tu sais, les gens ont peur du côté ésotérique, là. Je te vois venir en disant... Oh oui! Là, tu te dis, Mireille, te reconnecter à soi, te reconnecter aux autres et à plus grand que soi si tu as une vie spirituelle. Ça n'a pas besoin d'être ésotérique. Parce que l'ésotérisme, ça, c'est un dossier. Moi, je l'enseigne d'un point de vue scientifique. Tu sais, encore là, la scientifique, elle revient. Parce que quand je te dis, voici une technique, une méthode, un outil ou peu importe, voici les preuves scientifiques. Tu veux des articles, je vais te les envoyer. Ou voici, tu sais, qu'est-ce qui vient de sortir. Voici les données probantes sur tel... Donc, ce qui est le fun, c'est que depuis 20 ans, tu sais, la science est complètement explosée sur tout ce qui est technique de respiration, méditation, la pleine conscience, etc. Tu sais, ces méthodes-là, là, François, là, on n'a rien révolutionné. Là. Ça existe depuis des milliers d'années. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Là. Il y en a, tu sais, qui sont comme, oh mon Dieu, là, la méditation, c'est à la mode. Écoute, veux-tu que je te raconte l'anecdote de l'origine du yoga? Il n'y a personne qui sait ça. Quand j'enseigne ça dans mes conférences, les gens, ils font « Hein? » Bien, à l'origine, le yoga, il était dédié seulement aux hommes. T'aurais-tu pu croire ça? Peu de gens auraient misé là-dessus. En legging? En legging! Yeah. Tu sais, les gens, maintenant, identifient à faire du yoga, c'est faut que j'aille dans l'eau d'une montagne au coucher de soleil avec un pantalon qui coûte cher. Puis, obligatoirement, je fais une posture d'équilibre sur la tête. Ça va me tuer. À l'origine, il y a plus de 2000 ans, les yogis, c'était seulement des hommes. OK. Et qu'est-ce qu'ils faisaient?
faisait seulement de la méditation et des techniques de respiration. OK. Il n'y avait aucune posture. Ce que les gens connaissent maintenant du yoga, c'était pas... Et, tu sais, pour écrire mon livre « Méditation sportive », je suis allée chercher dans les origines. Tu sais, moi, j'aime ça fouiller, j'aime l'histoire. Je suis allée chercher dans les origines. On n'est pas capable de mettre un doigt sur la méditation. Ça part de où? Parce que c'est des courants de pensée qui se sont propagés, tu sais... certaines religions aussi. Oui. Dans tout ça, le bouddhisme, le taoïsme. Puis on n'est pas capable de mettre un doigt. Par contre, ces gens-là, il y a eu des traditions orales parce que, veux pas, l'Internet marchait pas très bien avant Jésus-Christ. Ouais. C'est pas certain. Puis quand ces méditants-là, entre autres en Inde, ils se sont dit, moi, j'ai mal partout. Je suis assis, les jambes croisées toute la journée. J'ai mal dans les hanches. Ça prend des bons abdos pour se tenir droit, tout ça. Ils se sont mis à faire des postures de yoga pour renforcer, trouver plus de mobilité, etc. Donc maintenant, on connaît quand même le yoga plus nord-américain, enseigné dans des gros centres où tout le monde fait la même chose. Mais les valeurs profondes du yoga que moi, je vois qui seraient intéressantes à transmettre dans les organisations pour des leaders, c'est pas la posture de yoga, c'est l'autocompassion, le respect de soi, le respect de l'autre, la bienveillance. Fait que tu vois que quand on parle comme ça, les gens, ils font « Ah, mais ça fait du sens. » C'est pas ésotérique. Non. Mais il faut prendre le temps d'aller lire sur qu'est-ce qui s'est réellement passé. Oui, puis là, tu as dû certainement rencontrer des personnes ou encore à l'occasion d'avoir eu à discuter à l'intérieur d'un groupe, parce que là, je m'imagine de te voir débarquer dans une activité, disons-le, chambre de commerce, où tu as des entrepreneurs, tu as des leaders. Tu dis, écoute, elle vient parler à des entrepreneurs, puis là, elle parle de yoga puis de méditation. D'où c'est qu'elle sort? D'où c'est qu'elle sort? Puis des fois, on évite ces mots-là dans les descriptions, hein? Oui. Parce que là, la personne qui organise, elle dit là, j'aimerais mieux que tu dises pas ces mots-là. Oui. Puis on va parler de bien-être. Ça t'est arrivé, hein? Ben oui. C'est-tu une secte? T'es en train de partir. C'est une secte. Tu fais dire à peu près n'importe quoi. Je l'ai déjà entendu. C'est une secte. Puis, veux pas, tu sais, je pense que mon passé de représentante, finalement, m'a aidé parce qu'il a fallu que je vende un peu dans le monde du sport, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans plusieurs milieux de travail, etc., dans les organisations, le fait que des actions simples, ça pouvait changer la donne, tu sais, pour la santé mentale des organisations et même des personnes qui sont là. Là, je te dirais que dans les dernières années, ça va quand même mieux. Surtout, la pandémie a créé un précédent. Tu sais, les gens ont mis ça de l'avant, mais je te dis, il y a un moment... Écoute, faut que je te raconte une anecdote. Ça reste entre nous. Oh, oui, il n'y a personne qui va le savoir, non. J'ai donné, tu sais, une soumission pour aller travailler avec des leaders, là, des gestionnaires au niveau du gouvernement pour leur apprendre, justement, tu sais, le leadership conscient. Mais vraiment en atelier, formation. Et au bout du compte, puis pourtant, les gens, là, sur le terrain, ils étaient tellement contents. La fille qui m'avait fait connaître était comme « Mireille, on a tellement hâte que tu viennes. On vit des enjeux. Quelqu'un dans notre milieu est décédé. Tout le monde a des soucis. Tu sais, tout le monde vit beaucoup de stress. On a hâte que tu viennes. » Et quelques mois avant, finalement, le moment où je devais me présenter, on me dit « Non, finalement, ça ne marchera pas. C'est trop ésotérique. Si ça sort dans les journaux, on va avoir l'air de quoi? » Incroyable. Hey, je pense que j'ai passé la journée à me dire « Calme-toi, Mireille, calme-toi. » C'était pas en 1860, ça, là. Tu sais, j'avoue qu'il est sorti dans les milieux, tu sais, des fois, des trucs aberrants. Tu sais, des gens qui utilisent leur compte de dépenses pour des choses aberrantes, tout ça. Mais moi, j'arrive, puis je dis, je vais venir parler, tu sais, aux leaders, comment mieux aller, puis comment... Puis finalement, ça le fera pas parce que s'il y a un journaliste qui sait ça, on va avoir l'air de quoi? J'étais comme, oh mon Dieu, OK, on a du chemin à faire. Ouais. C'est... Il y a de l'éducation à faire. Fait que, tu sais, on a beau dire, tu sais, les paroles et les actions, on a beau dire au gouvernement ou dans les organisations, la santé des employés, des gens, de nos leaders, de nos gestionnaires, c'est important. Regarde les dirigeants eux-mêmes, comment ils se traitent, puis qu'est-ce qu'ils font comme action. Parce que, tu sais, si ta première action, c'est de couper dans ce budget-là, ou ta première action, c'est toi, tu sais,
ne pas être bien avec toi-même parce que, tu sais, l'entrepreneur qui se présente souvent dans, justement, une chambre de commerce, il va prendre le temps de bien s'habiller, de se peigner, la fille va se maquiller, etc. Puis de se présenter bien, là. Bien, mais intérieurement, t'es comment elle est. T'sais, intérieurement, ça, comment elle est. On s'en fout. Alors qu'un leadership conscient amène un leadership positif. Parce que même si tu dis « j'ai l'air beau de l'extérieur », si ce que tu dis puis ce que tu dégages est négatif. Ça, là, tu abordes un bon sujet. Donc, comment le leadership conscient va-t-il impacter de façon significative la personne et son environnement? Ouais, ça, t'es curieux, hein? Oui. Bien, ce qui est de plus en plus en émergence dans les études, c'est que on a longtemps sous-estimé l'aspect autocompassion puis arrêté de se taper sa tête. Puis on a vu ça un moment donné, même trop. Là, on est tout tanné d'entendre parler de ces mots-là, bienveillance, autocompassion. On va en revenir. Oui. Bienveillance, autocompassion, là, c'est pas de un, d'être selfish, puis deux, d'accepter n'importe quoi. Oui. C'est est-ce que toi, tu es capable d'être en accord physiquement, mentalement avec ce que tu projettes? Est-ce que chaque jour, tu as des moments pour te dire « OK, mon niveau de stress est élevé, je vais m'assurer de... » ou « Hey, mon Dieu, aujourd'hui, je me sens bien, je suis confiant. » Parce que cette confiance-là, elle va transparaître, veut pas, ou cette bienveillance-là va transparaître. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que chaque personne qui est avant tout bienveillant, dans l'autocompassion avec soi-même, tu sais qu'est-ce que ça fait? Vas-y. C'est qu'il va l'être envers les autres. Ouais. Fait que, puis, tu sais, ça vient des traditions de longue date de certains mouvements, puis, tu sais, même du tai chi, c'est pas juste le yoga, là, mettons, assez large, tu sais, ces mouvements-là ont amené le fait que, bien, si tu prends soin de toi, bien, obligatoirement, tu vas regarder l'autre d'un œil différent. Oui, puis pour reprendre ce qu'on discutait tantôt en ouverture, de cesser de fonctionner sur le pilote automatique, d'être plus conscient de soi, conscient des autres. Et là, c'est un virage vraiment incroyable qui se met en place. Bien, c'est un virage. Puis, tu sais, je disais tantôt, être bienveillant, c'est pas accepter n'importe quoi. Parce qu'à un moment donné, les gens sur les réseaux, tu sais, ils disaient « Ah là, arrêtez avec ça, là, on n'est pas des moutons, puis je ne laisserai pas mes employés faire n'importe quoi. » Attention, ça... C'est pas ça que ça dit. Non, c'est pas ça que ça dit. Être un leader conscient, bienveillant, c'est OK, mais tu sais, moi, qu'est-ce qui est incontournable? C'est quoi des non négociables? Tu sais, si une de tes valeurs fortes, si tu fais de l'introspection aussi puis tu les connais, justement, en leadership conscient, c'est ce qu'on amène. Tu sais, prendre des décisions alignées, c'est de dire, écoute, moi, mes valeurs les plus importantes, c'est celles-là. Si quelqu'un déroge à ça, ça passe pas, tu sais. Ouais. C'est comment tu le dis à l'autre? C'est-tu dans une communication non violente et bien dit ou tu lui crées après, tu lui sacres après, peu importe. C'est ça aussi. Fait que plus les gens vont avoir cette introspection-là, puis, tu sais, c'est prouvé scientifiquement qu'il y a un transfert. Plus la personne est douce envers elle-même, elle va avoir cette empathie-là pour l'autre. Et pas de la sympathie, là, vraiment de l'empathie. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je reviens, là, le mot leadership est galvaudé. Oui, beaucoup. C'est galvaudé. Oui. Puis on va avoir tendance, quand on prend le temps d'écouter ce qui se passe autour de nous, à avoir le mot performance qui est collé vraiment là, au mot leadership. Oui. Mais dans les faits, OK, quand on parle de leadership durable, on parle de leadership conscient, je parlais de leadership numérique tantôt. Oui. OK, tous ces leaderships-là là, nécessitent d'être conscient de ce qui se passe en soi, autour de soi. Et par le fait même, on va travailler sur un leadership qui va amener de la performance, mais sans être axé uniquement sur des résultats, mais sur comment faire les choses, devenir plus efficace, puis d'atteindre des zones de performance, mais sans avoir la matraque là, qui nous attend. Oui, puis tu sais, une des phrases que j'ai dit il y a plusieurs années, c'est au-delà de la performance, c'est s'accomplir chaque jour avec un peu plus d'équilibre. Parce que la personne, tu sais, chaque jour qui apprend à se connaître, qui ramène, tu sais, l'aspect gratitude de dire « Oh, hey, aujourd'hui, j'ai peut-être pas fait ma to-do list, mais j'ai aidé un employé qui avait de la difficulté. » Ça, c'est mettre l'humain au cœur de l'organisation, tu comprends?
Tout à fait. Souvent, le leadership est aussi vu gestion RH, gestion de conflits. Ouais. C'est négatif. Le leadership, c'est être la mère qui tape sa tête parce que ça va mal. Mais ça va bien au-delà de ça. Parce que établir un leadership fort et durable, comme tu dis, bien, c'est pas toujours en donnant des coups d'épée dans l'eau ou en faisant des choses de façon réactive. Des fois, les gens, ils prennent des décisions sur un coup de tête, puis là, ils le regrettent après, puis ils font « Ah, mon Dieu, j'ai licencié mon adjointe aujourd'hui, j'ai tombé dessus, puis je l'ai licencié. Mais mon Dieu, c'est pas ça que je voulais faire. » Mais c'est qu'ils communiquent mal, leurs besoins, ouais. puis ça se peut que tu vives des choses très difficiles. Donc, c'est à toi aussi, comme leader, de dire hey, « Tu sais quoi, aujourd'hui, là, j'ai une très mauvaise nouvelle, j'ai vis quelque chose de difficile dans ma vie personnelle. » C'est comme on disait tantôt, t'as pas deux vies, là. Ouais. Avant ça, on disait « Laisse ta vie personnelle à la porte. » On se rend compte maintenant que ça fait pas de sens. Sonia Lupien, on en parle aussi dans la gestion du stress. C'est comme il y a du stress positif, mais quand tu vis des stresseurs intenses, des séparations, des deuils, des moments difficiles, bien, il faut que tu acceptes de faire place à cette vulnérabilité-là. C'est un mot qu'on entend de plus en plus. Puis dire, hey, vous savez quoi, OK, je suis leader de cette organisation-là, mais à ce moment, ça le fait pas. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, je serai peut-être pas là, ou on va prendre des actions pour dire, qu'est-ce qui me fait du bien? Mais, des fois, on a de plus en plus de gens qui se le permettent, ça. Puis ça, je trouve ça intéressant. Je sais pas si tu connais Brené Brown, sûrement. Je sais pas si tu te souviens, dans un de ses TEDx, qu'elle dit... Tu sais, c'est quoi la prémisse du courage? Non. C'est la vulnérabilité. Vulnérabilité. Quand tu acceptes que ça ne sera pas parfait. Ouais. Parce que comme leader, souvent, c'est ça, les gens, ils ont ce côté-là de haute perfectionnalisme. Ouais. Perfectionnisme. Perfectionniste. Puis ils se disent, ben tu sais, si je le fais pas parfaitement, je suis mieux de pas le faire. Ouais. Ben moi, j'aime mieux que dans tes actions pour toi-même, même si c'est imparfait, que tu le fasses. Puis dans tes actions face à tes employés ou à tes collaborateurs, même si c'est imparfait, fais un pas, tu sais. Oui, puis le fait de viser de la perfection, bien, on donne un très mauvais exemple autour de soi, que ce soit autant avec nos enfants, oui. Nos collègues, au travail. Et je m'amuse souvent à dire que l'être humain est un être qui est parfaitement imparfait. Donc, ça, c'est important. Puis parce que quand on vise la perfection, bien, on évite de se mettre en mouvement. Oui. Puis à défaut de se mettre en mouvement, bien, il ne se passe rien. Oui, puis ça, c'est de la procrastination. Il y en a plusieurs formes de procrastination. Et quand on devient plus conscient, bien, on apprend à avoir du courage managérial. Oui, on apprend à dire, OK, bien, ma décision n'était pas parfaite. Puis je te donne un exemple. J'ai une amie proche qui est entrepreneur. Elle dit, tu sais, dans l'usine, elle gérait une usine de gars, là, tu sais, vraiment, là, tu sais, une femme qui a un leadership très élevé. Puis elle me dit, tu sais, à un moment donné, j'avais décidé de rajouter un quart de travail la nuit pour augmenter la productivité. On m'avait recommandé ça. Fait qu'elle dit, on met ça en place dans l'usine. Puis après quelques semaines, elle dit, je me rends compte que ça marche pas. Les gens qui travaillent la nuit, ils sont fatigués. Les gens qui rentrent le matin, tous les suivis, elle dit, ça fonctionnait pas. Les gens, ils étaient pas, tu sais, ils étaient mécontents. Fait qu'elle a dit, on a refait un tour de table, puis on a dit, hey, vous savez quoi, on va arrêter ça après peu de temps. Alors que si elle s'était entêtée puis qu'elle n'avait pas écouté, tu sais, les autres, elle aurait perduré, puis elle aurait pu, tu sais, même avoir une perte de productivité, parce que dans cette recherche-là de perfection, il faut savoir faire des fois des pas de recul pour dire, c'est-tu la meilleure décision, puis d'accepter de se tromper. Tout à fait. Dis-moi, là, tu nous as partagé plusieurs éléments, mais y a-t-il un élément plus qu'un autre qui, en particulier, t'ont amené à créer ton Institut du leadership conscient? Bien, moi, je voulais faire les choses différemment. Je le sais qu'il y a plein d'endroits au Québec puis dans le monde là, qui enseignent le leadership. Je pense que je porte en moi, dans l'Institut, ce que je veux amener, puis j'ai des collaboratrices proches. Tu sais, là, je te parle de moi, mais j'ai toute une équipe avec moi. Tu sais, je suis vraiment privilégiée. J'ai des femmes extraordinaires, tu sais, qui viennent m'aider, tu sais, à faire avancer ce projet-là. Il va y avoir un aspect recherche-innovation. Pour moi, c'est drôle, c'est comme le retour à mes racines. Tu sais, je me suis dit l'autre fois, hey, ça, c'est fort. Quand j'avais 20 ans, je voulais faire de la recherche,
Puis là, la recherche revient vers moi. Sous un aspect différent. Sous un aspect différent, avec des nouvelles collaboratrices au niveau de la psychologie, de la médecine, tout ça. Donc, je suis en train de mettre ce nouveau volet-là en place. Ce qui est important pour moi aussi, c'est de garder l'aspect actif. Donc, les gens, j'invite souvent les gens à être en mouvement, même si, encore là, c'est imparfait. Pas être des sportifs de haut niveau, là. J'entre pas les gens dans l'Institut en disant « Viens me voir, on va faire un Ironman », là. Même que je proscris un peu ce genre de type d'activité-là. Je me dis, ce que je veux, c'est que les gens... Ils se reconnectent chaque jour et ça, c'est par des petites actions qui vont les aider, mais qui vont aimer aussi. Je me souviens, il y a quelques temps, j'avais rencontré un gestionnaire, puis en rencontre, il me dit « Hé, mon doux, je suis stressée de voir qu'est-ce que tu vas me faire faire. » Là, je me suis dit dans ma tête « Mais je te ferais pas faire la poule, puis je vais pas t'hypnotiser puis te faire la poule, là. » Non, mais c'est vrai, c'est que... Puis battre des ailes. Comme, tu sais, le coffre à outils à l'Institut, puis cette recherche-là, c'est toujours de répondre aux besoins, tu sais, des gens qui sont là, puis d'amener des solutions, puis des actions simples qu'ils peuvent faire partout, dans leur auto, en voyage. Tu sais, souvent, on a des vies très actives. Et souvent, études à l'appui, tu sais, dans mes livres, surtout le premier, j'ai statué que 5 minutes par jour, c'était suffisant. J'ai longtemps cherché la réponse à savoir scientifiquement, ça marche-tu? Parce que j'ai dit ça il y a comme 10 ans. Et il y a quelques années, j'ai vu sortir une étude du Stanford University qui disait 5 minutes de respiration, de méditation chaque jour, c'est suffisant pour réguler tes hormones de stress, diminuer l'anxiété. Et maintenant, on est même rendu plus loin. Il y a certaines études qui disent que ces outils-là, pratiqués quotidiennement, vont être aussi probants que certains médicaments. Ouais. Fait qu'on n'est pas rendu à l'ère jetez à la poubelle tous vos médicaments. Là. C'est pas ça. C'est vraiment dire comment, chaque jour, dans le préventif, je peux m'assurer que je reste un leader en position. Parce qu'un leader malade, il lead plus rien. Puis je l'ai vécu, là. J'ai été 2 ans sur les blocs de côté en épuisement. Avec de la rééducation, j'avais des vertiges sévères. Tu sais, c'était un peu spécial. J'entraînais en course à pied, en yoga, mais je tenais plus debout. Fait que la vie nous envoie toujours des signes très mémorables pour nous dire t'es rendu trop loin. Fait que je me suis retrouvée, tu sais, à me dire comment je peux raccrocher les gens à quelque chose de simple. Puis à partir de là, c'est trouver aussi quelque chose qu'ils vont faire dans le plaisir. Parce que si je t'oblige à faire du yoga 1h30 dans une salle chaude avec des filles à lycra, j'aimerais ça. On peut-tu avoir l'image? Ajoute ça au montage. Ça se peut que tu te sentes pas très bien. Ça se peut qu'il y ait un léger stress. Puis ça, je l'ai vécu, là, plein, surtout des hommes qui venaient me voir, mais hey, ouais, là, moi, j'ai essayé telle affaire, ma blonde me traînait dans tel truc. Ou... Des fois aussi, les gens sont très extrémistes, tu sais, un peu comme le fumeur qui devient Ironman. Je veux dire, là, les gens, ils n'ont jamais rien fait, tu sais, dans ce créneau-là. Puis là, ils décident, tu sais, d'aller faire 10 jours de vipassana, qu'on appelle, de méditer à partir de 4 heures du matin, puis manger une pomme pour souper. Écoute, t'as pas besoin de faire ça, là. Tu sais, je te le dis, il y a des... Puis... Tu sais, pour les gestionnaires, les entrepreneurs, j'amène toujours des mots qu'ils comprennent. Moi, ce que je veux, c'est optimiser tes actions puis d'avoir une qualité. Oui. Prouver scientifiquement de tes actions que tu vas faire qui va t'amener ce côté-là, leadership durable. Oui. Parce que, tu sais, le leader qui tombe au combat, il fait plus avancer aucune cause. Il fait plus, tu sais, de leadership positif. Non, puis tu as soulevé à plusieurs reprises depuis tantôt là, le mot stress. On a parlé de Sonia Lupien, qui est une sommité au internationale Québec, internationale dans le domaine de la gestion du stress. Mais le stress, moi, j'entends des gens, des fois, me dire, mais écoute, François, mais moi, j'en vis pas de stress. Mm-hmm. Fait que je vous dirais que, en tout cas, ceux qui regardent ça, qui disent qu'ils vivent pas de stress, là, je vous crois pas. Je vous crois pas parce que le stress, là, cessez de respirer, OK, pendant 5 minutes, là, vous allez vivre un stress.
Même moins que ça. Le stress est important parce que le stress conditionne l'être humain. Donc, sans stress, l'être humain n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Oui, on serait mort mangé par un mammouth, là. Tout à fait. Ouais. OK? Vous êtes en train de vous faire piquer par une tique, OK? Puis essayez de ne pas bouger. Ouais. Donc, vous avez un stress de bouger puis d'enlever la tique puis de faire quelque chose d'autre, là. Donc, mais c'est sûr qu'il y a des stress plus intenses. Il y a des stress qui sont inconscients, puis il y a des stress qui sont inconscients, banals et qui sont importants à notre mouvement par la vie. Mais il y a des stress inconscients, et c'est là où je pense que le niveau de pleine conscience, le leadership de pleine conscience, c'est d'identifier ces stresseurs-là, OK? Puis d'être capable de colmater les fuites pour éviter d'avoir des fuites d'énergie puis de tomber en mode réactionnel, tout simplement, au mammouth. Oui. Puis là, il y a plusieurs niveaux. On a encore du temps. Hein? Oui, on a du temps. Il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. De un, comme dit Sonia Lupien, on ne pourrait pas vivre sans stress. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est ce qui nous a gardés en vie. Hein? Sinon, on ne serait plus là. Ensuite, la vie moderne nous amène à avoir des stresseurs qu'on ne perçoit pas nécessairement. Tu sais, se faire courir par un tigre, c'est très réel. Maintenant, les gens, ils vivent des stresseurs constamment, mais ils sont inactifs, ils sont pas nécessairement conscients et ils sont déconnectés, tu sais, de leur corps puis de leur esprit. Donc, ce qu'on voit, c'est des gens qui sont dans des stress chroniques. Donc, tu vois tellement pas à quel point tu es stressé, c'est sûr. C'est que tu l'es tellement qu'il n'y a plus aucun signe que tu perçois. Tout à fait. Et il faut faire une différence, comme je disais tantôt, entre le stress positif. Tu sais, lancer un nouveau projet, se lancer en affaires, faire un nouveau défi. Tu sais, il y avait le défi Père à la voix en fin de semaine ici à Québec. J'avais une amie entrepreneur, tu sais, qui disait hier qu'elle avait fait ça. C'est un stress. Ça nous tient quand même. Il y a un côté positif aussi à l'anticipation, à cet énervement-là. Le stress négatif, il vient aussi surtout que souvent, ces stresseurs-là, on les perçoit pas. Et l'humain, là, notre corps, physiologiquement, là, il est un peu construit encore comme l'homme de Néandertal. On ne ressemble plus, ça, c'est clair. Physiquement. Mais nos réactions physiologiques au stress sont encore les mêmes. Fait que, tu sais, quand les gens ils font « Hey, quand je vais courir, ça me détend tellement », c'est clair. Ouais. Parce que les réponses physiologiques au stress, c'est de bouger. Oui. Mais la majorité des gens sont assis. Ils sont passifs. Ils sont assis. Donc, tu es assis chez vous. Surtout avec la pandémie, là, le télétravail, les gens se lèvent de leur lit, s'assoient à un bureau, ils sortent jamais dehors. On n'est pas fait pour ça, je t'annonce. Fait que c'est pour ça que le moindre changement dans ces habitudes-là amène des résultats incroyables. Puis là, tu me donnes un peu la voix sur, entre autres, la respiration. Parce qu'il y a quand même une émergence, c'est de dire « Oh, il y a des techniques de respiration. » Encore là, on n'a rien inventé. Il y a l'importance de la respiration. Écoute, je te fais un constat triste. Un des livres Breath, écrit par un auteur célèbre, c'est un New York Times best-seller, le livre. Je pense qu'il est traduit maintenant. Moi, je l'ai en anglais. Écoute, de Nestor. Je t'enverrai le lien. Mais lui, il a fait des recherches très avancées. C'est pas un livre de chevet, là. C'est un livre un peu costaud, très physiologique. Okay. Il est allé partout dans le monde. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens avaient dévolué au niveau de la respiration. Et malheureusement, la respiration est au cœur même de notre santé physique et mentale constamment. Mais ça, il n'y a personne qui le sait. Parce que si on commençait à se dire « je dois respirer constamment », ah oui. Hey, respire, François. Hey, nos journées seraient longues en maudit. 12 fois par minute, là, respire. On ferait pas grand-chose. Je ne passe pas grand-chose à la planète. Là. On ferait pas grand-chose. Mais pourquoi que la respiration devient de plus en plus au cœur, même au niveau médical? Au Québec, on est un peu en retard. Là. Il y a des pays dans le monde où, avant même de te donner des médicaments pour ton asthme à l'effort, on va te faire respirer différemment. Fait que, bon, on a encore du chemin à faire, mais la respiration, la qualité, tu sais, de ta respiration, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a dévolué parce que la facilité, c'est de respirer par la bouche. Et qu'est-ce qui a beaucoup changé dans les 50 dernières années? Les 50 dernières années, oui. La posture. Oui.
Les gens ont le dos rond, ils sont pliés sur le bureau. Donc ça, c'est difficile. Ça a un impact direct sur la respiration. La qualité de la respiration. Et sur l'état en général. Mais tu sais, des fois, tu vois des jeunes qui sont plus courbés que ma grand-mère de 99 ans, hein? Une Deschamps. Oui. C'est parler Deschamps. Donc, la respiration, ne serait-ce... dernièrement, j'ai travaillé avec une cliente, puis on a travaillé spécifiquement sur cet aspect-là. C'était vraiment phénoménal, le changement. C'est comme, en quelques mois, elle a même regagné confiance en elle. T'imagines? Ouais. En changeant un truc. Puis, ceux qui nous écoutent, je t'en donne un. Respire par le nez, puis gonfle ton ventre à l'inspire. Le reste, on peut le peaufiner, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a des trucs hyper spectaculaires. Tu sais, des fois, on se dit sur Internet, tu sais, les vidéos sensationnalistes, puis de se plonger dans des bains toujours plus glacés, c'est pas nécessairement la meilleure chose en passant, justement, pour les femmes. C'est maintenant prouvé scientifiquement. C'est très bon pour les hommes, mais mitigé chez les femmes. Donc, parce que, justement, ça induit un stress trop grand chez les femmes. Mais la majorité des études, depuis les 100 dernières années, ont été faites chez les hommes. C'est qu'on n'a pas pris en considération je dis ça, je la dis jambe rien. féminine. Et l'étude a dû être menée par des hommes. Oui, fait que là, maintenant, on se dit, OK, il y a des courants de pensée intéressants, tu sais, c'est bien à la mode. L'autre fois, quelqu'un me dit ça, dit, je suis allé me plonger dans l'eau glacée. Là, j'étais là, attends, là. Tu sais, toi, tu as un certain âge, tu es en surpoids, tu peux pas juste dire, sans technique de respiration, sans préparation, sans connaissance, dire, je vais juste me tirer dans un lac glacé, puis ça va bien aller, là. Ah, la méthode Wim Hof. Oui, c'est bien à la mode, là. Mais là, attention, là. Ouais. C'est pas pour tout le monde. C'est pour ça Il faut pas le faire n'importe comment. Ben non, puis c'est pour ça que, tu sais, le souci que j'ai, autant moi que mes collaborateurs, collaboratrices dans l'Institut, c'est que qu'est-ce qu'on propose, on le connaît, on est en mesure de l'enseigner. C'est vraiment important parce que, tu sais, quelqu'un qui lit un livre puis qui s'improvise du jour au lendemain, spécialiste, là, ça existe aussi. Ouais. Tu sais, je te suis, on parle d'une meilleure connaissance de soi. Oui. D'une meilleure connaissance de l'autre, d'améliorer notre mode de communication, d'avoir un leadership conscient, inspiré, inspirant, un leadership qui nous permet d'aller dans le leadership durable aussi. Mais comment le fait d'être aligné nous amène vraiment un changement profond à l'intérieur de notre leadership? Bien, ça amène un changement profond parce que trop souvent, ce qui amène les gens en épuisement ou ce qui amène les gens à se sentir constamment tiraillés, des fois, on n'est pas conscient, c'est justement de ne pas assez se connaître pour prendre des décisions éclairées. Puis à la limite, on peut prendre un temps pour réfléchir, mais spontanément, quand tu parles à un entrepreneur, je dis, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ta mission, qu'est-ce qui est important pour toi, c'est quoi les causes que tu portes. Puis souvent, ça, ces motivations-là, très intrinsèques, c'est prouvé scientifiquement que ça l'amène à atteindre ses objectifs réellement. Tu sais, un leader, ce qu'il veut, au-delà de la performance, c'est aussi atteindre un certain niveau, c'est atteindre des objectifs, c'est réaliser des grands projets. Sinon, il n'y aurait pas aucune entreprise. Tu sais, on a des grandes entreprises ici au Québec qui sont internationales, ça part de la vision de quelqu'un. Ça part de cette capacité-là du leader de dire ce que je vais mettre de l'avant, je vais le communiquer efficacement, puis on va atteindre des grands objectifs. Fait que ce qui est vraiment souvent les leaders, à un certain point, qui se sentent tiraillés, pas bien, puis là, qui dit « Mais pourquoi j'ai pris cette décision-là? Pourtant, ça, c'est pas moi. » Bien, il faut aller voir. Tu sais, est-ce que tu as eu une influence externe? Est-ce que tu as vraiment écouté? Là, je veux pas dire ta petite voix interne, parce que là, il y a aussi maintenant tout le débat sur l'instinct, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Il faut faire attention parce qu'instinctivement, on va aussi s'auto-saboter, avoir des pensées limitantes. Puis si, ça. Donc, tu sais, des fois, notre instinct est un peu torqué, là, en français. Oui, puis tout dépendamment de notre background aussi. Tu sais, je pense que, tu es très à l'aise et confortable avec les neurosciences, oui. Mais ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a enseigné, entre autres dans les recherches, les premières années de la vie, l'âge de l'enfant, vient conditionner beaucoup son comportement, attitude, croyance, valeur, à l'âge adulte. Donc, c'est sûr que si je me retrouve sous un stress qui est important,
puis que je suis un peu désaligné par rapport à mes objectifs, il peut y avoir un peu beaucoup même d'influence, mais sans être de l'influence dans l'environnement immédiat, mais de l'influence de mon bagage passé. Oui. Et je reviens à ce que tu disais tantôt, OK? Cesser d'être le pilote automatique. Oui, parce que, tu sais, comme la majorité des gens, quand ça commence à mal aller, ce qui cesse, c'est qu'est-ce qui leur fait du bien. Oui. Alors que ça devrait être l'inverse. Tu sais, il y a un grand sage, je l'ai cité dans mon livre, qui, à un moment, il était en conférence de presse. Je me souviens plus qui exactement. Il faudrait que je relise mon livre. Tu me le diras quand tu vas le lire. Qui dit, en conférence de presse, il y a des gens qui hey, là, tu voyages, tu sais, tu fais plein de recherches sur la pleine conscience. T'as-tu encore le temps, toi, tu sais, de méditer? Là, il dit, vous savez quoi? Moi, les journées où je suis très occupée, je médite 2 fois plus. Donc, les journées que je suis très occupée, j'en fais 2 fois plus. Pas j'arrête. Oui. Et, tu sais, si je peux te raconter une expérience de vie, tu sais, dans notre vie de parents, des fois, il arrive des situations stressantes. On va les nommer de même, nos enfants. Hein? Même quand ils grandissent, ça reste nos enfants. Donc, tu sais, un de mes enfants a un problème de santé, se retrouve soins intensifs à l'hôpital. Quand tu te retrouves aux soins intensifs, déjà là, ça va pas bien, à l'hôpital, problème cardiaque, on est dans des hauts niveaux, tu sais, de stress. Puis, la leader présente maintenant que je suis, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que je me suis gardé ces moments-là chaque jour que je fais, farouchement, là, même si c'était comme à contre-courant, tu sais, pour, oui, des fois, pleurer ma vie, tu sais. Ouais. Mais tu sais quoi, quand je me présentais à l'hôpital, j'étais là. J'étais présente. Ouais. J'étais capable, tu sais, de parler au médecin, d'être présente pour lui. Pourquoi? Parce que j'avais géré, tu sais, mon état. Ouais. J'avais reconnu, tu sais, ces signaux de stress-là. J'avais reconnu, tu sais, la détresse de la mère qui voit. Et si j'avais pas fait ça, ben qu'est-ce qui arrive? Ben c'est que tu arrives à côté de la personne que tu dois aider, parce que ça, on l'a pas abordé, mais comme entrepreneur, comme leader, etc., qu'est-ce que tu fais des fois? En plus de ton entreprise, tu leads la famille. Ouais. Tu aides des parents vieillissants, tu aides des enfants malades. Puis on ne se rend pas compte, comme humain, comment on est soumis à une programmation qu'on a reçue et comment on transmet de génération en génération ces encodages-là. Oui, vraiment. Et, tu sais, la personne qui est en présence de toi, si tu t'es pas géré, comme je disais au préalable, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'elle est ingérable. Tu sais, on voit j'aurais pu être en pleurs, en crise, crier après le monde, dire, voyons, c'est ça l'affaire. Donc, quand tu arrives avec une posture de je suis ici et maintenant, puis je suis là pour toi, je me souviens un moment aussi, je me disais, des fois, on a cette acuité-là de dire, la meilleure chose que je peux faire maintenant, c'est juste d'être là. Ouais. Parce que, bon, tu le vois, je parle beaucoup, je suis une bonne communicatrice, mais à un moment donné, je me suis dit, la meilleure chose que tu peux faire actuellement, ferme ta gueule. Puis de réfléchir, de penser. Puis il y a une anecdote que je raconte souvent, là, c'est ma sœur, je ne sais pas si je l'ai déjà partagée, c'est ma sœur, la plus vieille de la famille. Elle va avoir 80 ans quand même. À l'automne. Puis à un moment donné, elle nous reçoit pour un repas de Noël chez elle. Fait que là, elle est en train de faire sa popote, puis il n'est pas question d'entrer dans sa cuisine parce que c'est chasse gardée pour elle. Ah oui. Puis là, je la vois, puis elle ouvre le panneau de sa cuisinière, puis après un cure-dent, puis elle pique son gâteau. Fait que là, je la regarde, puis là, je ris. Puis là, elle me regarde, elle dit « Pourquoi tu ris? » Bien, j'ai dit « C'est drôle. » Elle dit « Il n'y a rien de drôle là-dedans. » J'ai dit « Ben oui, pourquoi tu fais ça? » Ben, elle dit « Pour savoir si mon gâteau est cuit. » Oui, mais pourquoi tu fais ça? Ben, elle dit « Maman a toujours fait ça. » J'ai dit « Oui. » Mais j'ai dit « Ma pauvre Fernande, maman avait un four à bois, ça ne chauffait pas égal. Donc, ça chauffait à 300, à 400, à 500 degrés. Puis, le seul moyen de savoir si son gâteau était cuit, c'était de le piquer. Mais toi, tu as un four à convection, ça doit faire une dizaine d'années que tu l'as. Dans ton livre de recettes, ça dit quoi? Elle dit 20 minutes, il est cuit. Puis j'ai dit, quand tu ouvres la porte de ta cuisinière, ça prend combien de temps? 20 minutes? J'ai dit, es-tu cuit? Elle dit oui. Mais pourquoi tu fais ça? Donc, tu vois, quand tu parles de conscience, souvent, sur le pilote automatique, on va répéter des gestes factuels qui étaient bons à l'époque, mais qui ont plus leur place aujourd'hui. Et là, ça devient un frein à notre accomplissement. Puis on va répondre à des stress sur des connaissances puis des références passées qui ne sont plus appropriées. Puis qu'on fait, que notre cerveau a intégré
comme le meilleur chemin. Mais là, je t'amène dans les neurosciences, tu vas aimer ça. Ouais. Parce que moi, ce que j'amène les gens à faire, puis là, quand les gens arrivent, je leur dis, ça va être plusieurs mois, là. Tu sais, je ne reprogramme pas le cerveau en... C'est pas instantané de même. Là. C'est pas, ça fait 30 ans que tu respires pas bien, je vais te changer ça en une semaine. C'est pas vrai, tu sais, comme on a besoin d'un temps d'intégration. Mais moi, j'ai 3 étapes. 1, c'est l'observation. Le monde, il me trouve poche, là. Vraiment, là. Je suis en train de faire ça, justement, là, tu sais, travailler sur la respiration consciente pour du leadership durable. Là, je dis aux gens, tu vas observer ta respiration. Oui, comme quand tu vas voir un nutritionniste, ça dit quoi manger avant de vouloir perdre du poids. Moi, moi, te faire observer comment tu respires. Comme, c'est quoi actuellement ce qu'on vit? C'est que juste ces prises de conscience-là sont en train de se transformer. Ouais. Fait qu'une fois qu'ils vont avoir observé, tu peux pas changer ce que tu connais pas. Exact. Là, je vais les ramener dans des connaissances simples, probantes, là, prouvées par la science, et qui vont devoir refaire et répéter. Parce que ton cerveau, tu ne pourras pas le reprogrammer comme ça. C'est pas comme un code, genre, change de lettre, ça le fait. Non. Ce qu'on veut, c'est répéter, puis c'est plus que 21 jours, hein? Exact. 66 à 200 jours à intégrer une nouvelle habitude. C'est simple, si tes neurones ont besoin de temps aussi. Oui. Et créer ces nouveaux circuits-là, faire de la neuroplasticité, bien, c'est important parce qu'après, ton nouveau inconscient, il va être plus performant. Tout à fait. Donc, tu sais, il y a des sportifs, depuis très longtemps, qui me disaient, ben moi, j'aimerais ça mieux respirer quand je monte une côte en vélo de montagne. Oui, mais même si je me mets à côté de toi, François, puis je te dis respire mieux, tu vas dire achale-moi pas, j'ai juste besoin d'air. Donc, tout ce qu'on fait avant, un jour, ton cerveau, il va faire ah, ça, je connais ça, je vais être capable de l'intégrer. Fait que ça, pour moi, j'ai ça à cœur, que les gens, c'est aussi d'amener des transformations durables. Tout à fait. Et toutes ces actions-là de self-management, on va dire le mot anglais, là, parce que c'est plus facile, c'est plus beau aussi, de self-management, cette autorégulation-là, imagine qu'est-ce que ça fait dans ta vie de professionnel, de leader. Tu sais, ce qui n'est pas écrit, là, c'est que ces actions-là, à long terme, ils vont faire quoi? Ils vont augmenter ta concentration. Beaucoup de gens ont des problèmes de concentration. Pourquoi? Parce qu'on est sollicité 10 000 fois. On a vraiment beaucoup perdu, en plus de l'explosion de gens TDA. Donc, retrouver cette concentration-là, ce focus-là, cette capacité-là d'analyse, de prise de décision, c'est essentiel. Parce que, tu sais, tantôt, je disais, on doit prendre des décisions alignées, mais à un moment donné, il faut aussi le faire dans une rapidité, parce que des fois, les choses vont vite. Donc, plus tu vas entraîner ton cerveau à dire « OK, ça, je reconnais ça et je suis capable de prendre action rapidement », bien, tu vas éviter cette surcharge-là de stress cognitif à long terme, mais surtout, tu vas éviter des situations où tu vas dire « Bien, voyons donc, toi, pourquoi j'ai dit ça puis pourquoi j'ai fait ça? Ouais. » Puis, tu sais, on ne veut pas vivre plein de regrets. Ce qu'on veut, c'est avancer. Puis des fois, on parle d'imputabilité. Là, ça se peut, tu sais, qu'on doit prendre responsabilité et dire « Hey, finalement, cette décision-là, c'était pas la meilleure. » Ouais. Puis tu vois, tout ce que tu touches, là, moi, j'ai une formulation qui dit « passer d'un statut de pleine conscience à un statut de pleine confiance ». Oui. Donc, plus tu es conscient, plus tu augmentes ton niveau de confiance en toi et plus ton leadership est inspirant. Bien oui, parce que les gens, ils vont pas dire « Ah, mon doux, tu sais, c'est une poule pas de tête, il prend des décisions bizarres. Son entreprise, il y a des valeurs d'afficher sur le mur puis sur des tasses, mais ça marche pas. Parce qu'il dit respect puis il me parle pas bien, ça marche pas, tu sais. Ouais. Puis j'aime ce que tu amènes là parce que, tu sais, à long terme, ce qu'on veut, c'est amener ce leadership-là durable, positif et avec une répercussion, l'effet papillon, sur pas juste une personne, sur toute ta famille, ton entreprise, ton organisation, etc. Et on a un pouvoir immense sur notre environnement immédiat et beaucoup plus grand que l'environnement immédiat. Oui, exactement. Donc souvent, non négligeable de dire la façon que je me présente comme leader, bien, elle va impacter plein de situations. Tu sais, quand quelqu'un arrive sans cette arrogance-là, cette confiance-là, j'aime beaucoup cette phrase, je vais te la voler.
T'as le droit. Moi, j'appelle ça maintenant inspirer autrement. Oui, inspirer autrement. Inspirer par le nez, autrement. Donc, mes actions, ils vont inspirer les autres différemment. Et ça va amener à atteindre tes objectifs, mais pas dans la violence, puis pas dans le non-respect, puis pas dans... Puis je sais que dans la société, c'est pas tout blanc, tout noir, là. Il y a du gris aussi, mais j'ai quand même confiance, entre guillemets, que, surtout en voyant les jeunes entrepreneurs maintenant, j'en rencontre de plus en plus qui ont cette ouverture-là. Tu sais, quand je dis hey, j'enseigne le leadership conscient, ils font « Oh, ça m'intéresse. Hey, ça m'interpelle. Hey, ça, c'est quelque chose qui me parle. » On a une nouvelle génération. On est en train de changer, là, la nouvelle génération, là, puis homme-femme, là, vraiment, là, dans 20-30 ans, début quarantaine, on voit vraiment un nouveau virage, tu sais. Puis c'est intéressant. Comment vois-tu l'évolution du leadership? OK? Je te donne une boule de cristal, là. OK? Tu deviens une sorcière, ou peu importe. Là. J'ai un chat noir. Ou chaman. Mais comment vois-tu l'évolution, compte tenu de la situation actuelle, notre environnement actuel, bon, le marché, la transformation, les rythmes sont accélérés. Mais comment tu vois ta vision, toi, là, de l'avenir pour le leadership? Bien, moi, je pense qu'on va revenir aux sources en quelque sorte. On est allé dans très loin. Oui. On est allé vraiment à l'autre spectre, à valoriser, le travailler toujours plus. Pour réussir, il faut travailler fort. Je pense que j'ai confiance en cette nouvelle génération-là qui nous ramène à travailler mieux, puis travailler plus en conscience. Comme on disait tantôt, c'est pas ésotérique. C'est juste de se reconnaître soi, de reconnaître l'autre, puis de dire « je contribue à une communauté, puis une personne à la fois, là, un monde meilleur, entre guillemets. Ouais. Je pense que, c'est de plus en plus, il y a toujours eu des gros bascules. Hein, je pense qu'on est en train de basculer vers quelque chose qui va être un petit peu plus sain. En tout cas, j'ose espérer. C'est sûr que c'est long à changer. On ne va pas se cacher. Là. On ne peut pas changer des années de pratique. Puis tu le disais tantôt, la règle du 21 jours, on fout ça à la poubelle, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Là. Si vous essayez de faire des défis 21 jours, là, désabonnez-vous à tout ça. C'est de la foutaise. Ben oui. C'est de la foutaise. C'est du marketing. Ah oui. Ouais. Puis 21 jours, tu t'appropries pas ces nouvelles techniques-là. Ouais. Puis plus les gens vont voir arriver au bureau quelqu'un qui n'est pas juste bien habillé, mais qui physiquement puis mentalement est présent, ça aussi, ça va amener des changements de mentalité. Je t'ai-tu partagé la vidéo que j'ai vue il y a quelques années, puis je l'utilise encore beaucoup, là, du gars avec la bicyclette? Ah, non. OK. C'est un chercheur américain. Il a pris une bicyclette, un vélo. OK. Puis il a mis un petit engrenage sur le guidon de son vélo. OK. Donc, avec le petit engrenage, c'est quand il tourne le guidon à droite, la roue de son vélo en avant tourne à gauche et l'inverse. Oh mon Dieu, OK. Oui. Donc, pas besoin de vous dire, il a embarqué là-dessus, puis il ne faisait que tomber. Ben oui. Ça ne marche pas. Les neurones, là, c'est droite-droite, gauche-gauche. Ben oui. Ça ne marchait pas. Donc, à raison de 5 minutes d'exercice par jour. 5 minutes d'exercice par jour. Donc, tu viens confirmer ma règle, François? Tout à fait. À raison de 5 minutes d'exercice. Puis c'est un changement majeur. C'est pas de dire, mais écoute, je prends ma cuillère de la main gauche ou de la main droite. Non. Le cerveau, il est connecté. Là. Fait qu'à raison de 5 minutes d'exercice par jour, ça lui a pris 8 mois. 8 mois, hein? 8 mois pour être capable de tenir son équilibre sur la bicyclette. Et là, il était comme un enfant, là. Il faisait ça comme ça, là. Après 8 mois, on le voit sur la vidéo, il a son téléphone portable dans la poche de son pantalon. Le téléphone portable sonne. Donc, sa pensée n'est plus à tenir son équilibre. Non. Il connecte sur le téléphone, il plante. Il tombe. Ben oui. Après une année complète, c'était de toute beauté. Il s'en allait en ligne droite avec ce vélo-là, de toute beauté. Après une année complète, il rembarque pour la première fois sur son vélo traditionnel. Il s'en rappelle plus. Il tombe. Ça lui a pris 20 minutes pour établir, puis ça, c'est la beauté de la neuroplasticité. Ben oui. Ça lui a pris 20 minutes pour établir ses paramètres et il se promenait d'un vélo à l'autre comme si de rien n'était. Ben oui. Donc, ce qui est là en vous reste là. Et si vous êtes contraint d'y revenir, votre cerveau va vous réhabiliter. Mais c'est incroyable. Hein? Oui, c'est incroyable. Puis moi, je trouve ça incroyable, les recherches dans les dernières années. Parce que, tu sais, même moi, quand je suis rentrée en biologie médicale, on était un peu défaitiste encore dans les années 90 en disant
le cerveau passé 18-20 ans, plus grand-chose qui se fait là. Écoute, ça n'a pas rapport. Hey, ça tire sa fin, là, puis je veux pas passer à côté d'une question qui me brûle les lèvres en termes de compétences. Parce que je parle souvent de compétences aux auditeurs, aux auditrices, mais quelles compétences, toi, tu as développées concrètement au fil des ans qui t'amènent à maintenir ta posture, à amener les gens dans ton institut de leadership conscient? Quelles compétences tu as travaillées puis que tu as développées pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Quelles compétences? Ah là là. Ben, tu as le droit à plusieurs. D'un, je suis très déterminée. Fait que, tu sais, d'amener cette vision-là plus grande que moi, ça a été quand même quelque chose qui a fallu, un leadership qu'il a fallu que j'établisse. Des compétences, il a fallu, que je m'approprie mon thème. Oui. Parce que, tu sais, je te disais, au début de la quarantaine, cordonnier mal chaussé, tout le cheminement maintenant que j'amène, c'est que j'ai marché le chemin aussi. Tu le sais, souvent, il a fallu marcher le chemin. Fait que la compétence que j'ai développée, c'est des fois d'aller au-delà des automatismes, mais surtout de mettre des garde-fous, tu sais, les plus sécuritaires possibles pour dire, si je vis justement comme ma grand-mère, encore presque jusqu'à 100 ans, je vais le faire de façon, tu sais, équilibrée, même, je sais, c'est galvaudé. Et la compétence de non négociable, c'est de faire des actions précises chaque jour pour ma santé physique et mentale. Chaque matin, chaque soir. Tu vas me dire, des fois, c'est arrivé quelques fois, là, dans les dernières années, 3-4 années, que j'ai dérogé à ça. Ah oui. Puis les gens me connaissent, là. Je fais des actions très précises chaque jour, matin et soir. Puis c'est des non négociables. Même si je suis pas chez nous, même si... Comme là, je suis allée en Europe, là. Bon, j'ai pas pu faire ma routine du matin, j'étais dans l'avion. Mais tu sais, ça prend des situations comme ça, là. Mais tu sais, moi, me retrouver à aller méditer sur le bord de l'autoroute, dans un hôtel sur le bord de l'autoroute, puis ça sent le pipi de chien, là, je suis capable de faire ça. Maintenant, mais écoute, c'est une question à double volet. Quelles compétences vois-tu comme étant nécessaires? OK, pour les leaders d'aujourd'hui, en lien avec, l'économie dans laquelle on est, puis la vision d'avenir qu'on parlait tantôt, quelles sont les compétences à privilégier? Bien, les compétences, je pense que celle que j'aime le plus puis que j'ai modifiée dans mon entreprise, c'est l'engagement. C'est quoi l'engagement que tu prends envers toi-même? Ouais. Puis c'est pour ça que, tu sais, des fois, mais là, tu vas pas vraiment... Oui, je vais le matin, je sors à -20 faire mon yoga méditation le matin. Oui, il fait -20, oui. Mais j'ai cet engagement-là envers moi-même. Pourtant, il n'y a personne qui me voit. Tu sais, je pourrais dire que je fais ça, puis je le fais pas. Mais tu sais, c'est des non négociables, mais c'est surtout l'engagement qu'on prend envers soi-même. Puis trouver ces motivations profondes à le faire. Parce que juste, je fais ça pour être en santé, ça le fera pas, là. Non, ça se fera pas tout seul. Ça se fera pas tout seul. Il n'y a rien qui se fait sans effort. Il y a un effort, il y a une énergie à y mettre, il y a une détermination. Tu sais, mes mots-clés, c'est force, équilibre, souplesse, récupération. C'est comme un équilibre à respecter dans tout ça. Oui, avoir une force mentale, mais être capable d'avoir la souplesse de l'esprit, tu sais, de choisir selon la situation du moment. C'est aussi d'avoir un équilibre dans tous les sens du terme, de s'accorder des temps de récupération parce que les leaders, souvent, vivent des situations très hautes, de haute énergie, tu sais, de haute performance ou des downs très bas. Ça n'accorde jamais de moments de répit après, ça aussi. D'être indulgent vers soi-même. Bien, on revient à notre autocompassion, tu sais, c'est comme... Oui, quand... être indulgent. Bien, tu sais, parle-toi comme si tu parlais à ton meilleur ami, puis on jase. Il y a un beau livre là-dessus d'une chercheure américaine, justement. Mais parlant de livres, justement, parce que là, ça tire sur la fin, parle-nous, parce que tu as mentionné plusieurs livres tantôt, il y a les tiens aussi qui sont ici sur la table, mais parle-nous de lectures, de références que tu peux nous proposer qui vont nous aider à nous approprier le leadership conscient puis de se mettre en action aussi. Oui, de se mettre en action. Tu sais, c'est sûr que j'aime beaucoup les TEDx, comme je parlais tantôt de Brené Brown, les livres de Sonia Lupien, qui sont des incontournables. Je t'en renverrai quelques livres que j'ai découverts sur Internet. Je ne suis pas sûre qu'ils sont traduits, mais tu sais, des livres axés sur, tu sais, comme le Leader Eat Last. Tu sais, cet auteur-là est intéressant. Je t'enverrai les références, mais il y a quand même, dans le monde anglophone, c'est sûr qu'il y a un côté beaucoup plus développé. Tu sais, il y a un institut dans le monde là, qui s'appelle
Mindful Leader. Fait que, ma vision à moi, c'est la façon que moi, je l'enseigne, axé plus aussi scientifique. Ouais. Je veux l'amener international bilingue. Ça, c'est mon objectif pour 3 à 5 ans. Et je pense que tout le monde a sa voix. Chaque personne a sa façon d'enseigner. Donc, moi, je me dis, trouve quelqu'un qui va être capable de te guider un peu. Moi, je le dis, je te guide, mais c'est toi qui fais le travail. Là. La règle du 80-20, là. Si tu viens travailler avec moi, c'est pas genre, tu dois m'écrire chaque jour si tu as fait... Je veux dire, je suis pas là. C'est pas une garderie. Je te pose des questions puissantes, tu repars avec des réflexions, tu fais les actions, puis on avance là-dessus. C'est comme ça qu'on a les meilleures transformations. Tu sais que mon entreprise, en 2008, quand je l'ai enregistrée, c'est comment qu'elle s'appelle? Non. Transforme Action. Puis, j'ai travaillé, dans plusieurs domaines, comme je te disais. Puis, il y a quelques années, je me suis dit, bon, est-ce que c'est-tu encore... là, j'enseigne le leadership conscient. C'est-tu encore d'actualité que, mon entreprise, ça s'appelle comme ça? Et tu sais quoi? Je pense que oui. Parce que méditer, c'est super bon, mais ça ne remplace pas l'action. Non. Méditer, c'est confrontant. Se mettre en action, ça demande de l'énergie. Ça demande une discipline, une constance. Donc, transformer les gens par l'action, c'est parlant. Parce que, fais des observations, fais des prises de conscience, mais agis. Tout à fait. Donc, c'est un peu, le leg que je veux amener. C'est drôle parce que en mélangeant tous mes mots, l'intelligence artificielle me sortit une phrase. Ça me tentait de terminer avec ça, François. Vas-y. J'étais justement pour te demander si tu avais une phrase d'inspiration, un message à adresser à nos auditeurs, nos auditrices. Écoute, puis pourtant, c'est mes mots, mais qui a mis dans un autre que j'ai fait. Oh mon Dieu, tu sais, des fois, on a notre créativité, mais c'est le fun aussi de se leur faire dire. Ben oui. Donc, la phrase qui m'a sortie ce matin en préparation pour venir te voir, il m'a dit « Un leader qui respire consciemment inspire autrement. » Wow. Je trouve ça très puissant. Fait qu'écoute, Ça, c'est ton cadeau. C'est mon cadeau d'avoir travaillé avec toi, c'est surtout d'avoir partagé ce beau moment-là. Merci, François. Et puis, à la toute fin, avant de se quitter, là, il y a des gens qui nous ont écoutés, qui vont nous écouter en rediffusion aussi, parce que, ça va circuler sur les réseaux sociaux. Tu sais que ta binette va circuler pendant un petit bout de temps. Ben oui, j'ai des nouvelles photos, là, c'est super. Ça me fait plaisir. Mais, tu sais, les personnes qui sont interpellées par ton message, OK, on fait quoi pour te rejoindre? Comment on te rejoint? Puis comment on communique avec toi pour avoir discussion, échange et, qui sait, peut-être pour aller plus loin avec toi? Écoute, très simple, mireillemassé.com. OK. Je suis LinkedIn, Instagram, Facebook. Je t'enverrai les liens. mireillemassé.com, il y a un petit formulaire, on prend rendez-vous, on s'appelle, on prend un café, on fait un Zoom, peu importe c'est quoi que tu préfères, où tu es, parce que j'ai des clients partout. Mais on en discute. Puis si je suis la bonne personne pour te servir et surtout te faire progresser, bien, ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes. Et c'est toujours enrichissant dans les deux sens. Oui, tout à fait. Donc, Mireille Massé, c'est un plaisir partagé aujourd'hui. Bien, merci, François. Partagé. Donc, merci beaucoup à Mireille. Je vous invite vraiment à prendre soin d'aller fouiller, puis aller prendre l'information davantage sur Mireille. Et moi, je vous remercie infiniment d'avoir accepté d'être à notre écoute, de continuer à supporter notre podcast. Donc, je reçois des commentaires, je vois sur les réseaux sociaux l'achalandage qui est là. Donc, un immense merci à vous. Vos commentaires, vos appréciations sont toujours les bienvenus. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Ceci n'est pas du coaching. Au revoir.